Hello and welcome to this official side event at the Bonjour 31st et bienvenue à cet événement en marge de la 31e séance de la Commission sur la prévention du crime et la justice pénale à Vienne cette semaine. L'événement se déroule en anglais, mais vous pouvez suivre en français ou en espagnol en sélectionnant votre chaîne d'interprétation préférée en utilisant le petit icône de l'Atlas. Nous n'avons qu'une heure, donc nous ne prendrons pas des questions en direct, mais vous pouvez utiliser les questions sur le chat écrit et nous répondrons le plus vite possible. Je souhaite remercier Socialist International Women, notre sponsor, et Global Witness, Earth League International, Criminal Justice Without Borders et le comité sur le développement durable ici à Vienne. C'est formidable de travailler avec vous tous. Maintenant, j'ai le privilège de vous présenter le juge Antonio Benjamin. Le professeur Antonio Benjamin est juge de la Cour suprême au Brésil. Il est président émérite de la la commission sur la loi environnementale. Il est le lauréat du prix du droit environnemental Elisabeth Aube et a reçu des distinctions internationales très prestigieuses sur son travail environnemental. Il est aussi l'ambassadeur de la justice environnementale de l'Organisation des États américains et il fait partie des rares scientifiques qui ont découvert une espèce d'orchidée de la forêt tropicale en Amazone, le Bulbophyllum Antonio Benjamini. Donc, juge Benjamin, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est un plaisir que d'être avec vous ici pour présider ce panel remarquable. J'ai le plaisir de présenter chacun de nos panélistes aujourd'hui et j'y procéderai dans une minute, mais avant tout, je tiens à souligner que quand il s'agit d'écocide, outre tous les autres aspects environnementaux que cela comporte, en substance, nous discutons en fait de l'exercice du droit pénal en matière environnementale. Et la question fondamentale se présente. Quelles sont les valeurs que doit protéger le droit environnemental dans un monde civilisé? Vous n'êtes pas sans savoir que le droit pénal est un moyen de dernier recours et les législateurs ainsi que les juges sont et devraient être très soigneux quand ils définissent ces délits et ces crimes. La grande question, c'est si nous criminalisons l'écocide, l'homicide plutôt, c'est-à-dire tuer quelqu'un d'autre, devrions-nous aussi criminaliser ceux qui détruisent, attaquent et mettent en péril les fondations de la vie? Les coupables d'actes affreux, intentionnels souvent, contre les fondations de la vie. Donc ne passons pas à côté de cet aspect moral ici. Les questions techniques sont légion, mais souvent on passe à côté du côté moral, du côté éthique qui nous occupe aujourd'hui. Deuxièmement, et c'est un thème qui me tient à cœur, bien que nous ayons parlé beaucoup de l'écocide d'un point de vue transnational, il ne faut pas oublier que le même concept devrait s'appliquer dans les législations sous-nationales, régionales et nationales. Les concepts, les valeurs sont les mêmes. Seul le cadre juridictionnel varie dans ce cas-là. Donc, quel que soit l'objet de la discussion d'aujourd'hui, cela devrait se traduire dans un débat plus local au sein des États afin de remodeler, redéfinir les crimes contre l'environnement. Et en dernier lieu, qu'en est-il de nous, les juges?
Comme nous le savons si bien, souvent, les crimes contre l'environnement ne font l'objet d'aucune poursuite et bien entendu, il n'y a aucune condamnation et le système judiciaire est à blâmer. Mais très souvent, c'est le système judiciaire qui devrait être blâmé justement pour cette insouciance. Il appartient au système judiciaire de se renouveler, de se moderniser afin de criminaliser l'écocide. Il s'agit des fondations de la vie, je le répète. Très souvent, les juges sont en fait responsables de ce manque d'application de ces lois. Mais souvent, c'est aussi une grande lacune, un grand échec du système judiciaire dans son ensemble. Et je sais que nous allons y revenir. Le premier intervenant aujourd'hui, Giorgio Metta. Giorgio Metta est le cofondateur de Stop Ecocide International, fondé en 2017, aux côtés de Polly Higgins, feu Polly Higgins, une pionnière en matière juridique. Et j'ai beaucoup passé de temps avec Polly et Jojo, je les ai rencontrés. Ils faisaient campagne, ils frappaient aux portes, ils se faisaient entendre, ils soulignaient l'importance de leur combat et je suis très fier du travail que vous avez accompli toutes ces années. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ensemble, ils ont activé et développé un soutien mondial, transsectoriel, en matière de crime international d'écocide. En tant que directeur exécutif de l'organisation, Jojo a dirigé la croissance remarquable de ce mouvement mondial qui partait de rien, ou presque. Et moi, je faisais partie du groupe des Nations Unies des experts en la matière dans les années 90, le groupe qui a d'abord rédigé des textes de loi sur l'environnement, mais nous n'avions jamais parlé d'écocide. On parlait de crimes environnementaux ou crimes contre l'environnement, mais maintenant on voit que ce concept est né et a vraiment pris de l'ampleur. Jojo est présidente de la fondation Stop Ecocide, à but bienfaisant, et la maître d'œuvre du panel d'experts indépendants pour la définition légale de l'écocide. Merci beaucoup. Les crimes qui affectent l'environnement sont maintenant les 4e au classement des pires crimes dans le monde, ex aequo avec le trafic de drogue. Mais l'intervention juridique est encore très faible. Mais les dégâts causés par l'industrie font encore l'objet d'impunité. Et c'est à cause de nos mentalités ancrées en Occident, une mentalité de séparation en fait de nous, entre nous et les fondations de la vie. Nous tenons pour acquis ces ressources comme infinies et nous continuons à infliger des niveaux de destruction qui ébranleront directement notre capacité de survivre et prospérer ici sur notre planète. Nous savons que nous ne pouvons pas demander un permis de tuer pour avoir ouvrir une nouvelle entreprise. Mais c'est la même chose avec la nature. Par exemple, l'élimination de puits de carbone et d'espèces clés de voûte comme la déforestation ou le trafic, tout ça cause la pollution et l'effondrement des écosystèmes. Et les avertissements des rapports internationaux sont de plus en plus inquiétants. Les scientifiques s'alarment de plus en plus auprès des législateurs, puisque les crises s'accélèrent. Il faut cultiver un nouveau tabou sain, puisqu'il faut protéger les écosystèmes qui nous permettent de vivre en prospérité et le droit pénal a ce pouvoir. L'écocide qui est grave et répandu
devrait être défini comme un crime et cela nous fournira un garde-fou afin d'éviter le pire et nous pourrons prévenir et sanctionner les pires dommages. Et si vous luttez pour les droits humains, vous savez que la torture, les déplacements forcés, les tueries sont des crimes graves. Il existe une fondation légale et morale à ce sujet au niveau mondial. Et cette fondation n'existe pas dans le domaine environnemental. Et cette lacune devient maintenant un schisme entre les écosystèmes vitaux. L'écocide devrait être reconnu au même titre que le crime international, les génocides. Et en même temps, nous devrions faire basculer certaines normes afin de reconnaître que l'humanité dépend des écosystèmes en santé pour survivre. Nous pourrions le concevoir comme un cadre de santé et de sécurité pour la planète. Et ça va plus loin. Ce genre de cadre pourrait nous aider à stimuler un changement stratégique vers la bonne direction, quelque chose qui, jusqu'à maintenant, n'a pas pu se réaliser. Nous constatons qu'il existe une frustration forte à tous les niveaux, puisque ces accords et ces promesses environnementales multilatérales ne voient pas vraiment le jour. Nous, les êtres humains, sommes des créatures d'habitude et les pratiques industrielles ne changent pas sans changer les règles. D'autant plus que les obligations fiduciaires en général prennent le pas sur les priorités environnementales. Les bons paramètres juridiques criminels pourraient donner lieu à un renouvellement de la pensée et une modernisation des mentalités. Voilà pourquoi de plus en plus de voix demandent une reconnaissance internationale de l'écocide. Le mouvement des jeunes, qui s'exprimera justement à la réunion de Stockholm plus 50 sur le crime de l'écocide et revendique une définition claire. Le réseau de la gouvernance d'entreprises internationales a recommandé au gouvernement récemment de collaborer sur la criminalisation de l'écocide. Et un jalon a été atteint l'an dernier quand un panel indépendant d'experts juridiques de partout dans le monde, invité par notre fondation, a trouvé un consensus sur la définition juridique de l'écocide comme étant un crime international en 2021. Le texte est concis et équilibré. L'écocide signifie un acte irresponsable ou illégal commis sciemment et en conscience des dommages environnementaux qu'il cause. Et cette définition a gagné de l'ampleur et des défenseurs dans le monde. L'Union européenne travaille ici sur une définition dans le cadre de la révision des directives criminelles environnementales de l'Union européenne. Et les États, à titre individuel, en parlent aussi de manière sérieuse et poussée. Dans 21 États, partis au statut de Rome du tribunal pénal international, en discutent. Notre organisation continue de travailler pour développer un soutien transsectoriel mondial pour faire reconnaître cette définition. On parle des Nations Unies, du CBD, de UNEA et j'en passe. La Commission sur la prévention du crime et la justice pénale est une clé ici et vous en entendrez des détails dans quelques minutes. Reconnaître ce nouveau moyen de dissuasion de ces crimes qui nuisent à l'environnement n'est qu'une question de temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jojo. Vous avez parlé des habitudes. Les habitudes sont synonymes d'action, il faut agir, mais la pire habitude, c'est l'omission, c'est l'inaction. C'est décider de ne rien faire parce que nous n'avons jamais rien fait. Et je pense que cet adage s'applique tristement au thème de l'écologie. Notre prochaine intervenante, Andrea Crosta, directrice exécutive de Earth League International, qui a 30 ans d'expérience en matière de conservation partout dans le monde. Et en plus de sa carrière professionnelle, Andrea
travaille depuis 17 ans en tant que consultant international auprès de compagnies et d'agences gouvernementales pour des services technologiques et de sécurité technologique, de sécurité intérieure, de lutte contre la piraterie et gestion des risques. Il applique désormais ses connaissances à la conservation et à la protection de la faune. Il est le fondateur de la Ligue internationale pour la Terre. Il fait partie aussi des membres fondateurs de la Commission de la justice pour la faune et la flore aux Pays-Bas. Et il est membre de la Fondation pour la conservation en Afrique. Il est également créateur et gestionnaire de projets de WildLeaks, l'initiative de lanceurs d'alerte, la première initiative de lanceurs d'alerte sur les crimes contre la faune et la flore dans le monde. À vous, Andrea. Merci. Je vais partager mon écran, si c'est possible. Très bien, parfait. Voilà, pour que ce soit un peu plus vivant. Merci beaucoup aux organisateurs. Bien entendu, c'est un plaisir pour moi que de présenter avec un panel si distingué. Il est très important de faire des recherches en matière de convergence ici, sur l'écocide. Il faut véritablement mettre en place des moyens dissuasifs. En général, les institutions financières, les grandes industries ne sont pas vraiment dissuadées avec les moyens que nous avons mis en place jusqu'à maintenant. Il faut que ces acteurs dommageables soient mis devant leurs responsabilités. Nous devons renforcer nos recherches, nos explications et nos enquêtes en la matière. Comme Jojo nous l'a dit, le crime environnemental est au quatrième rang des crimes dans le monde. Et les crimes environnementaux vont plus loin qu'on pense. Ça va de l'exploration pétrolière, la production de l'huile de palme, la pollution agricole, la pollution de l'air. Mais la convergence maintenant pourrait nous inspirer et nous donner des idées éclairées pour que les parties prenantes puissent faire reculer le crime environnemental dans ce triste classement. Donc, qu'est-ce que l'écocide? L'écocide, en fait, inclut la contrefaçon, les trafics de drogue, les trafics d'armes, le terrorisme, le blanchiment d'argent, les réseaux criminels transnationaux comme les crimes organisés, les trafiquants de drogue, parfois, se chevauchent et partagent des différentes caractéristiques des lieux, des méthodes, et souvent mènent leurs activités aux mêmes endroits. Et souvent, ces groupes, en fait, se renforcent et se conjuguent. Ces groupes abattent des arbres illégalement, blanchissent de l'argent, font passer des personnes en contrebande et des drogues et commettent un grand nombre de crimes. On note aussi qu'il existe un certain niveau de corruption dans les ambassades, dans les consulats. Donc, tous ces thèmes se chevauchent, on ne peut plus les séparer. Étant donné les informations que notre organisation a pu recueillir sur le terrain, certains des trafiquants les plus importants dans le monde, eh bien, nous les avons définis et catégorisés en 4 classes. D'abord, on a la convergence des espèces, ceux qui font le trafic de plusieurs espèces en même temps. Par exemple, le même réseau peut offrir des cornes de pangolin, de jaguar, de rhinocéros, de requins au même moment et même en provenance de différents continents. Le deuxième type de convergence s'appelle la convergence criminelle environnementale, c'est-à-dire que les mêmes réseaux font des crimes fauniques et de la pêche illégale, des activités de minage illégal et ainsi de suite. Troisièmement, la convergence des crimes graves, c'est-à-dire que ce sont les mêmes acteurs qui
ça donne à d'autres crimes comme le blanchiment d'argent, le trafic humain et le trafic de drogue. Et finalement, on a la convergence des réseaux, c'est-à-dire le chevauchement des organisations criminelles internationales et leurs activités. C'est-à-dire que les réseaux se convergent à plusieurs niveaux et sont entrelacés au niveau interrégional, transnational et national. Malheureusement, bien que le concept de convergence existe depuis longtemps, au sens traditionnel, il existe des grandes déficiences d'information en matière de crime environnemental et de ces convergences. Pour mieux expliquer ce que signifie la convergence, j'aimerais vous expliquer comment mon organisation accomplit ce travail de recueil de preuves. Notre but est d'adopter une approche basée sur les preuves, avec des vidéos, des photos, des noms, des adresses et des comptes en banque, afin de mieux faire le suivi des chaînes d'approvisionnement de ressources naturelles et pour voir où se trouvent exactement les trafiquants et les intermédiaires. D'abord, on se penche sur qui sont les personnes les plus importantes. On collecte des données sur ces personnes, comment ils procèdent, comment ils font circuler l'argent, et nous collectons des informations sur leurs activités légales et illégales, parce que le chevauchement des activités légales et illégales est central pour comprendre et pour bien enquêter sur ces réseaux. Nous analysons ces informations avec des données de plusieurs façons et ensuite nous diffusons ces données auprès des autorités compétentes par le biais de nos renseignements. Nous leur expliquons la portée et les tenants et les aboutissants de ces crimes internationaux et on leur fait voir plusieurs perspectives, plusieurs angles pour attaquer la question. Donc voici quelques exemples de réseaux environnementaux qui ont fait l'objet de nos enquêtes et de nos recherches au cours des dernières années, puisque d'habitude, nous, nous fixons des objectifs pendant longtemps. D'abord, on a le réseau SA1 du Suriname à la Guyane, beaucoup de convergences, beaucoup de fruits de mer, beaucoup de jaguars, beaucoup de requins et d'animaux vivants aussi. En même temps, on a une convergence de crimes environnementaux, c'est-à-dire la pêche et les opérations minières internationales, et ils réinvestissent cet argent dans les activités de déforestation. On parle ici de 1 million de dollars américains par jour et on en a des preuves, hein. Et ensuite, on a des grandes convergences avec d'autres réseaux comme des organisations très dangereuses, le communauté de capital, la mafia chinoise et la mafia vénézuélienne en Amérique latine. Voici un autre réseau, le SA8, qui est basé au Pérou et partout dans le monde d'ailleurs. Beaucoup de convergences. Nous avons évalué avec les biologistes qu'ils sont responsables du braconnage de 500 000 requins par an. Ils ont aussi offert à notre équipe des cornes de rhinocéros de l'Amérique du Sud. Donc, ils sont vraiment entrelacés entre les continents. D'autres crimes graves dans cette convergence, le blanchiment d'argent à hauteur de 70 millions de dollars par année. Il en va de même aussi pour cette convergence de réseaux partout dans le monde avec d'autres acteurs. Donc, voici le même réseau en Amérique latine. On a le jaguar, le rhinocéros et aussi le blanchiment d'argent. Vous pouvez le voir à l'écran. L'écocide est une question complexe qui touche plusieurs aspects de notre vie, l'avenir, le présent. C'est une question mondiale qui fait appel à des compétences scientifiques expertes. Je ne suis pas un expert, mais je peux dire que dans le domaine, notre travail nous a montré que l'approche basée sur la convergence, fondée sur des recherches et des enquêtes poussées, peuvent vraiment éclairer la conversation et donner un nouveau souffle aux efforts en la matière. Nous cherchons aussi à améliorer les preuves que nous récoltons, souvent en matière des forces de crime organisées mondiales qui menacent notre existence. Donc, il ne s'agit pas juste des écosystèmes. Bien entendu, l'écocide
n'est pas toujours l'œuvre des criminels internationaux, mais ils font, il fait partie de l'ossature du crime international. Ce que nous appelons le crime international, en fait, est un crime transnational organisé. Voilà ma présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Andrea Costa. Comme nous le savons bien, il ne s'agit pas juste d'écrire des nouvelles dispositions criminelles, il faut ensuite les mettre à exécution. Donc, comme Andrea nous l'a expliqué, après l'allocution plus abstraite de Jojo, en fait, est vraiment dans les faits. Andrea mène des enquêtes fiables avec des juges dignes de confiance. Et quand je dis fiable, c'est-à-dire que les preuves sont crédibles et les personnes impliquées sont compétentes. Andreas a parlé de la convergence du côté des coupables, mais nous pourrions aussi parler de la convergence du côté des personnes plus bienveillantes, des gentils de l'histoire, c'est-à-dire les institutions qui s'affairent à gérer les dossiers de criminalité, comme les juges, les procureurs, les enquêteurs et même la société civile. Prochain orateur, Seema Joshi, directeur de campagne pour Global Witness. J'ai eu la chance de pouvoir lancer le rapport des témoins mondiaux de Global Witness à Rio de Janeiro. Avec elle, avec Seema, il s'agissait là d'un travail colossal. Comme vous savez, Seema travaille pour Global Witness, une organisation à but non lucratif qui a pour vocation de mettre les acteurs abusifs devant leurs responsabilités et de venir à bout de l'urgence climatique et la détérioration de la démocratie. Elle a 20 ans d'expérience professionnelle dans le monde. Elle est avocate en droits humains et se spécialise dans les crimes commis par les entreprises. Elle lutte pour la justice environnementale et cherche aussi à mettre fin aux abus dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et aussi travailler pour Amnesty International ainsi que les Nations Unies. À vous, Sima. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis ravi de me joindre à vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Jojo, pour cet excellent travail. Et j'appelle votre travail un mouvement parce que, en fait, dans tous les cercles où je discute et où j'agis, tout le monde parle de votre mouvement. Aujourd'hui, mes remarques portent surtout sur l'intersectionnalité, en tout cas le croisement entre l'écocide et les droits sociaux. Je vais parler aussi de la défense territoriale, par exemple, de la défense des droits territoriaux. Nous sommes une organisation qui se base sur les preuves afin de faire campagne pour obtenir des changements systémiques. Depuis 2012, euh, nous avons récolté des données sur les meurtres de journalistes environnementaux et il est clair maintenant qu'avec l'intensification de la crise climatique, eh bien, les crimes contre ces journalistes se multiplient également. Et ce qui apparaît clairement est qu'un grand nombre de ces crimes sont liés à ces crimes de grande ampleur comme les opérations minières illégales et la déforestation illégale. En 2020, 227 meurtres ont été commis, c'est-à-dire plus de 4 par semaine, ce qui fait de 2020 l'année la plus dangereuse de l'histoire en la matière. Et ce que le rapport indique, c'est que ce sont des meurtres, mais en plus, il existe la criminalisation contre les
défenseurs des droits environnementaux. On a aussi d'autres types d'abus contre ces militants. Ce que je tiens à dire, c'est que nous vivons dans un monde où la capacité des gens à résister et à défendre leurs terres s'amenuise avec le temps. Et comme nous allons le souligner plus tard cette année, eh bien, nous n'avons pas de mécanisme de redevabilité. Personne, en fait, n'est tenu responsable pour ces meurtres. Il faudrait peut-être que l'État s'en mêle ou ou peut-être que ce sont les entreprises ou qui sont à blâmer, mais en tout cas, les enquêtes ne se font pas. Il s'agit ici d'une approche complémentaire. Et une année après l'autre, nous documentons ces crimes et la situation, malheureusement, empire. Et souvent, ces individus se font tuer parce qu'ils protègent leur environnement local. Et cela nous montre très clairement l'intersectionnalité, qu'il s'agisse des abus des droits humains à grande ampleur ou bien d'autres dégâts sur l'environnement. La deuxième perspective que je voulais vous présenter concerne la déforestation. Notre campagne concerne particulièrement l'élimination de la déforestation, surtout en matière de bœuf ou d'huile de palme dans les zones tropicales. Précisément, nous nous sommes penchés sur la réglementation des acteurs financiers basés en Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis, qui en fait financent ces entreprises qui causent la déforestation, qui se rendent coupables de cette déforestation directement. Et les conséquences sur l'environnement sont épouvantables. Nous avons aussi documenté ces abus graves sur les populations autochtones qui vivent dans ces régions et les autres communautés qui cherchent à défendre leurs terres. Et encore une fois, cela nous montre que l'un ne va pas sans l'autre. Si un crime d'écocide pouvait faire l'objet de poursuites judiciaires, eh bien nous aurions l'avantage supplémentaire de protéger et les forêts du déboisement et les autochtones de ces nombreux abus. Je voulais aussi souligner que les choses étant ce qu'elles sont en ce moment, en ce qui concerne les banques, par exemple, dans le dossier de la déforestation, eh bien, nous avons beaucoup de politiques que ces compagnies, ces entreprises essayent, ou en tout cas, tant bien que mal, essayent de mettre en œuvre. Et souvent, ces politiques sont de nature volontaire. Et nos preuves nous ont démontré que ces entreprises suivent en fait leur politique, ou bien parfois ces entreprises ne tiennent pas leurs promesses, mais on ne peut pas les tenir responsables. Donc un changement radical en la matière pourrait justement faire d'une pierre deux coups, protéger les plus vulnérables et protéger l'environnement. Donc voilà pour mes propos aujourd'hui. Merci beaucoup Sima pour cet aperçu du problème désolant des militants pour l'environnement. Andrea Costa, au- tout à l'heure, nous a parlé de la convergence. Eh bien ici, nous avons un troisième type de convergence. On a parlé de la convergence du côté des coupables. Moi, j'ai fait valoir qu'il fallait penser aussi à la convergence au sein des forces publiques. Et maintenant, Sima nous parle du côté des victimes. Et c'est une tragédie parce qu'on voit ceux qui protègent l'environnement qui sont
tués, menacés, leurs familles sont menacées. Et ce sont des personnes que le système judiciaire, le système ju légal devrait protéger. Ce n'est pas un écocide, mais il devrait s'agir de circonstances aggravantes qui vont venir alourdir les peines infligées à ces coupables. Notre dernier intervenant, Richard Rogers, partenaire à Global Diligence et directeur exécutif du Conseil sur le climat, le Climate Council. Richard est un avocat en droit criminel international. Il a occupé des postes de haut rang à l'OSCE et aux Nations Unies en lien avec les crimes de guerre, les droits humains et les réformes juridiques. Il a occupé le poste de chef du suivi du système juridique de l'OSCE au Kosovo après le conflit, le militant principal de la Chambre extraordinaire des Nations Unies pour les tribunaux du Cambodge, le chef du soutien juridique pour la Chambre des appels au tribunal pénal international pour la Yougoslavie. Et en 2016, Richard a été embauché par le registraire de la Cour pénale internationale afin d'examiner et de refondre le système d'aide juridique de la CPI. Richard a aussi été le vice-coprésident du panel d'experts indépendants pour la définition légale de l'écocide. Il a prodigué des conseils au niveau de l'Union européenne en matière de droit de l'écocide et aussi aux parlementaires de plusieurs États au niveau national. Richard, à vous. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le juge. Merci beaucoup, Jojo, aussi, pour cette invitation. Tout d'abord, j'aimerais répondre à Andrea. Les crimes environnementaux alimentent les conflits, l'instabilité, la violence. Oui, ils alimentent et ils aident en fait les groupes criminels, mais aussi souvent soutiennent des dictatures kleptocratiques. Donc souvent dans plusieurs pays non démocratiques, les autorités peinent à régler le problème environnemental, mais ils sont aussi coupables en premier lieu de ces crimes environnementaux. Ils sont en fait des participants dans ce cercle vicieux. Donc si vous êtes un dictateur kleptocratique et vous voulez avoir de l'argent très facilement, eh bien, vous volez les ressources naturelles du pays en question. Et on voit que ces dictateurs travaillent avec les criminels organisés, ils spolient les résidents, les privent de leurs terres et s'emparent de l'argent et des ressources. Donc ils volent, gardent l'argent et financent leur propre régime dictatorial et le cercle se poursuit et ça peut durer très longtemps. Et très souvent, les victimes résistent à ces vols, les spoliations de terres souvent font l'objet de résistance, l'armée ensuite est dépêchée et puis ça finit souvent dans des scènes très brutales. Donc très souvent, les crimes organisés financent les régimes autoritaires. Et c'est cette criminalisation de l'écocide, ou plutôt le manque de criminalisation, qui donne de la latitude à ces dictateurs. Et certains se demandent, est-ce qu'il nous faut vraiment une nouvelle loi internationale, puisque nous en avons déjà une multitude? Eh bien, la question se conçoit facilement, c'est-à-dire que on pourrait se contenter des lois actuelles, mais elles ne sont pas assez solides. Les crimes de guerre ne peuvent que s'appliquer lors des conflits armés. Donc, ça ne s'applique pas à la déforestation, à la pollution, aux spoliations de terres en temps de paix. On pourrait aussi s'appuyer sur les crimes contre l'humanité, qui peut s'appliquer hors des crimes de guerre, mais ces crimes-là ne s'appliquent pas à la souffrance humaine. Donc, les crimes contre l'humanité
ne valent que quand des personnes, des dommages ont été causés sur une personne directement. Donc il faut maintenant une définition écocentrique et l'écocide est écocentrique, c'est-à-dire que ça se concentre exclusivement sur la nature. Donc voici la définition proposée par le panel d'experts. L'écocide signifie les actes irresponsables et illégaux commis tout en sachant qu'il existe une probabilité élevée de dommages répandus et à long terme infligés par ces actes. Le panel a tout fait pour écrire une définition solide, percutante, mais qui ne dissuade pas et qui ne n'échaude pas les États. Il fallait être pragmatique parce que, en bout de ligne, ce sont les États qui décideront d'accepter ou de refuser cette nouvelle loi internationale, c'est-à-dire l'écocide. Il faut comprendre aussi que le droit international visait au départ les crimes de masse et l'écocide fait partie des crimes de masse. Donc nous essayons vraiment de faire campagne auprès des États en appliquant 2 seuils. Je vais parler de ces 2 seuils dans une minute et ensuite nous essayons de nous exprimer de manière, simple et conforme aux autres lois internationales. Donc nous avons les 2 seuils ici. Le premier, c'est l'ampleur et la nature du crime, donc les conséquences et nous le définissons ainsi, c'est-à-dire des dommages sévères, graves ou à long terme. Il faut que ce soit sévère et ensuite il faut que ce soit ou très étendu ou bien très durable et cette combinaison, en fait, ne laisse la place qu'aux pires crimes et qu'aux pires dégâts environnementaux. Mais ce seuil pourrait ensuite, constituer un obstacle puisque certains actes, causent des dommages mais sont justifiés et ne sont pas illégaux. Par exemple, les nouvelles routes qu'on construit, les nouvelles exploitations agricoles, les nouvelles résidences qui causent des dommages environnementaux mais qui sont en fait, bénéfiques pour, les humains. Et le deuxième seuil, c'est les termes illégaux et irresponsables. Donc illégal, c'est-à-dire que si c'est illégal, on ne peut pas le commettre, c'est simple. Mais si nous n'avions que le terme illégal, eh bien, les États pourraient se défiler puisque la plupart de ces crimes environnementaux sont définis dans des lois nationales. Donc il nous fallait une autre caractéristique. Voilà pourquoi nous avons rajouté le mot irresponsable, c'est-à-dire les actes commis sans aucun égard pour les conséquences subséquentes. Donc voilà comment on peut faire, peser le pour et le contre, les bienfaits et les conséquences néfastes. Et cela tient aussi compte des, bienfaits juridiques, même en la présence de dégâts environnementaux. Voilà pour comment on a réussi à vraiment convaincre les pays, surtout les pays en développement. Et on a aussi le côté irresponsable, c'est-à-dire agir sciemment, causer des dommages environnementaux sciemment. Nous avons trouvé que cette définition était assez claire, mais pas trop stricte. Et aussi la définition vise à s'inscrire dans la durée. On sait que tout change vite, la science, les attitudes, les comportements, la technologie. Donc, ce qui est acceptable aujourd'hui pourrait ne plus être acceptable demain. Donc, la locution irresponsable et illégale va rester pertinente et en usage pendant longtemps. Donc, plus les protections juridiques s'étoffent et se multiplient, eh bien, plus on aura de crimes qui seront captés et jugés par ce prisme-là. Par exemple, les bienfaits du charbon, hein, le charbon qui a alimenté nos économies pendant des centaines d'années, eh bien, c'était excellent, c'était formidable pendant très longtemps, mais aujourd'hui,
Le charbon est plutôt laissé de côté. Donc voici quelques avantages finalement de l'écocide plutôt que les crimes nationaux et le droit civil. Eh bien d'abord, elle aurait beaucoup l'écocide comme loi aurait beaucoup de mordants, puisqu'en tant que crime international, ça peut conduire à des longues condamnations et des peines sévères. Et puis ensuite, c'est un filet très large qui peut inclure plus de 100 pays, plus de 130 pays. Et finalement, l'immunité pour les chefs d'État à la CPI est très limitée. Donc, c'est très fiable. Et maintenant, en matière de responsabilité, nous pouvons cibler ceux qui commettent les actes et ceux aussi qui se rendent complices, ceux qui aident, par exemple, aux finances, la commission de ces crimes. Et ce qui est encore plus important, c'est qu'un nouveau crime international de l'écocide revêtirait cette nouvelle valeur symbolique. Le poids de la condamnation morale guide leurs actions, leur mission, mais avec le crime international mondial, ce poids est multiplié, puisque personne ne veut être considéré comme étant aussi turpide qu'un criminel de guerre ou comme un paria. Donc nous voulons, en définitive, mener à un changement de mentalité, un changement de comportement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pensais qu'il nous resterait quelques minutes, environ 8 minutes, mais malheureusement, il ne nous reste que 2 minutes. Donc, je vais conclure notre conversation d'aujourd'hui, très éclairante. Bien entendu, elle ne s'arrête pas là. Cet événement fut très court. Sans aucun doute, Jojo et ses collègues organiseront une discussion encore plus poussée sur cette question d'une importance capitale. Deuxièmement, en matière d'écocide, il faut vraiment prendre une vue d'ensemble. Il faut penser à l'aspect écologique, éthique, juridique et pragmatique. Pragmatique, c'est-à-dire qu'il conviendrait peut-être d'avoir des pays qui réforment ou qui mettent en œuvre leurs lois criminelles et qui cherchent à en finir avec l'écocide. Il nous faut aussi un mécanisme de mise en œuvre, même si ce n'est pas encore dans les textes de loi, il faut que le concept retentisse et puisse déjà s'appuyer sur des dispositions juridiques que nous avons déjà. Et nous pourrions aussi en profiter pour relire, réformer, moderniser nos crimes contre l'environnement que nous avons dans nos textes de loi déjà. J'aimerais finir sur ce point, le rêve. Le droit, c'est une question de rêve aussi. Nous n'aurions pas de loi viable si nous n'avions pas ces rêveurs, ceux qui arrivent à se projeter bien plus loin que la portée du droit, ceux qui sont capables de critiquer et de reconnaître à la fois qu'il existe d'autres possibilités. C'est ça l'évolution, c'est ça le progrès en matière de droit. Donc, je remercie du fond du cœur tous les panélistes et je vais maintenant demander à Jojo Mehta de conclure officiellement. Merci, merci beaucoup. Merci à tous nos intervenants, merci à toute l'équipe partout dans le monde et bien entendu, merci à tous les participants qui nous ont écoutés aujourd'hui. J'attends avec intérêt des discussions plus poussées sur le sujet. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée. Merci Jojo, merci tout le monde.